Il va être aussi le temps de mettre en avant et en lumière ce que font de façon très concrète certains de ses partenaires avec ces alliances stratégiques qui sont conçues et construites avec son thème entreprise. Et donc, ce sera tout l'objet de la table ronde que nous allons que je vais animer dans quelques minutes, qui s'appelle Nouveau des partenariats stratégiques durables pour aller plus loin. Et pour nous rejoindre, je vais appeler Sylvia Brachet à venir me rejoindre sur scène, qui est thérapeutique, qui travaille chez Sanofi, qui est thérapeutique Area Lead. Nous allons également avoir Estelle Gillet-Vallet, qui est déléguée générale à la CPCCAF. Elle viendra nous dire tout ce que ces sigles-là veulent dire. Je ne vais pas le dévoiler tout de suite. Et nous allons également avoir avec nous Amanda Sumassi, alors qui est team lead Europe-Afrique Business Forum Facility et qui sera en ligne avec nous. Donc, on va juste vérifier que qu'Amanda est bien avec nous pour qu'on puisse ensuite rentrer dans nos débats avec une grande fluidité. Amanda, est-ce que vous êtes présente? Le temps qu'on valide la présence d'Amanda, nous allons simplement excuser la présence d'Amy Cassas qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais qui, bien entendu, commentera l'ensemble des propos qui vont être développés. Est-ce que nous avons Amanda avec nous? Bon. Alors, je vais démarrer déjà avec celles qui sont présentes avec moi. Bienvenue, merci à toutes les deux d'être là avec nous. Alors, ce qu'on va faire, le temps qu'on ait la réponse pour notre invité en ligne, c'est déjà de comprendre, alors Éric a beaucoup insisté, Sanofi était un des premiers à être engagé dans la démarche de santé en entreprise. Et l'idée, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que vous faites de façon concrète dans votre département et puis de nous donner quelques exemples aussi qui permettront de mieux comprendre la portée de votre engagement. Merci Léo Caddy. Déjà, merci Santé en entreprise pour l'invitation aujourd'hui. On est ravis de participer. Donc, comme vous l'avez dit, je suis thérapeutique Area Lead, donc un bien grand mot pour dire en fait que je m'occupe des projets de partenariat au sein donc de la Global Health Unit de Sanofi. En quelques mots, qu'est-ce que est la Global Health Unit? Je pense que tout le monde a déjà entendu parler, en tout cas, de Sanofi, l'entreprise pharmaceutique française. Et donc, la Global Health Unit, c'est une unité qui a été créée il y a 3 ans, qui est une unité autonome de Sanofi à but non lucratif et qui est sous le pilier, ce qu'on appelle responsabilité sociétale d'entreprise. Et donc, on a une mission, c'est d'améliorer la vie des patients qui vivent dans les communautés isolées. Comment on a mis en place ceci? Donc, on est présent dans 40 pays avec les besoins médicaux non satisfaits les plus élevés. Donc, on a 75% à peu près de nos pays qui sont en Afrique subsaharienne. Nous avons également des pays en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et également Haïti, qui est un petit peu isolé tout seul. Et donc, on a vraiment 3 priorités, on va dire, stratégiques. La première, donc en tant qu'entreprise pharmaceutique, c'est déjà de donner accès à des médicaments de qualité à nos pays de la Global Health Unit, mais à prix abordable. On se rend compte que dans le nombre de pays dont on s'occupe, soit les médicaments sont trop chers, soit ils ne sont pas disponibles, ou alors il y a des médicaments qui sont parfois des contrefaçons ou pas de qualité, on va dire, très, très bonne. Donc, pour cela, on a un portefeuille de 30 produits. La plupart de ces produits, ils sont dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Et donc, on a développé une marque qui s'appelle la marque Impact et qui nous permet en fait de donner accès à nos médicaments à des prix beaucoup plus bas que les prix que nous offrons aux pays, on va dire, à un revenu modéré ou plus élevé. Et donc, moi, je m'occupe donc de la partie cardio-métabolique. On a des produits donc dans ce portefeuille pour les maladies cardio-métaboliques, d'oncologie et aussi pour les maladies infectieuses. La deuxième priorité, parce qu'on s'est rendu compte que on a beau même donner des médicaments, en fait, si dans les pays, les gens ne sont pas formés sur ces pathologies, en fait, il n'y a rien qui fonctionnera. Et notamment dans les pays d'Afrique où on s'occupe, on voit que les professionnels de santé ont été formés sur les maladies infectieuses, mais quand on parle des maladies non transmissibles, diabète, hypertension, maladies donc cardiovasculaires, oncologie, il y a très peu de spécialistes, très peu de professionnels de santé qui ont été formés sur ces pathologies.
Et donc, c'est vraiment le but des projets que nous menons. Et donc, un exemple, comme l'a dit Eric, on a participé au projet en Guinée avec la caravane 3.0, où en fait le soutien de Sanofi a permis de renforcer les capacités des professionnels de santé. Il y a eu aussi la digitalisation des dossiers médicaux avec visa médical. Mais donc, vraiment, c'est ici où, en fait, les projets qu'on va soutenir, principalement, donc ça va être sur la formation des professionnels de santé, mais aussi on fait des actions au niveau des patients, puisque on fait des campagnes d'éducation et des campagnes de dépistage aussi. Alors, bien sûr, quand je dis on, Sanofi Global Health Unit ne le fait pas. On n'a pas une équipe, on est une toute petite équipe, donc on ne le fait pas nous-mêmes, mais on fait des partenariats donc avec des ONG locales, internationales, avec des organisations confessionnelles. Et bien sûr, à chaque fois, parce que c'est clé, avec le soutien du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles dans chacun des pays. Donc voilà, en quelques mots résumés. Voilà les points clés au moins pour comprendre comment se positionne Sanofi dans le cadre de ce projet et puis les premières actions que vous avez réalisées. On a juste la slide suivante donc, qui vous montre la liste des 40 pays où nous sommes présents. Donc, quelques-uns avec Santé en entreprise qui augurent un bon déploiement pour la suite. Alors, nous allons nous rapprocher maintenant de vous, Madame Estelle Gillot-Vallée, vous êtes déléguée générale. Alors, je disais tout à l'heure de la CPC-CAF. Forcément, la première question qu'on va vous poser, c'est déjà de nous expliquer ce que c'est que la CPC-CAF et qu'est-ce qu'elle fait de façon très concrète. On va voir également en quoi elle peut être un appui pour les projets qui sont développés par Santé en entreprise. Bonjour à tous et à toutes. Merci Léocadie, merci Eric pour cette nouvelle invitation au forum. Alors, qu'est-ce que la CPC-CAF? Donc, c'est un mot hérité des années 70, donc conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Donc permanente, effectivement, on a plus de 50 ans aujourd'hui et l'association rassemble plus de 80 membres de 24 pays, dont 20 pays d'Afrique francophone. Ces membres, qui sont-ils? Ce sont des chambres consulaires. Alors, on entend par consulaire les chambres de commerce, d'industrie, de métiers, d'artisanat, d'agriculture, de mines. Donc, en fait, toutes ces structures qui sont des organisations intermédiaires souvent rattachées à des ministères qui ont souvent un statut d'établissement public et dont le rôle est d'accompagner le secteur privé à se développer localement. Donc, on parle de chambres locales, on ne parle pas de structures qui seraient bilatérales ou binationales. Ce sont les chambres de commerce et autres qui sont installées dans chacun des pays. Alors, à l'échelle de la CPC-CAF, ce réseau est un réseau collaboratif, en fait, de travail pour renforcer le développement du secteur privé africain et favoriser les échanges au sein d'un espace non délimité entre les entreprises, puisque l'objectif est vraiment de renforcer les échanges économiques entre ces pays, entre les pays membres en tout cas, puisque moi c'est mon périmètre d'action, mais aussi les ouvrir au reste du monde, c'est-à-dire leur donner des moyens de s'intégrer à des chaînes de valeur, à des régions commerciales qui permettraient à des entreprises de ces pays de croître, de prospérer dans une logique de durabilité, puisque c'est un axe qui est clairement marqué au niveau de la CPC-CAF, d'équité, d'équilibre et de durabilité. Donc, nous menons en fait deux types d'actions pour arriver à travailler sur le renforcement du secteur privé. Le premier, c'est déjà de renforcer les organisations intermédiaires que sont ces chambres en termes de structuration. C'est un des aspects qui est souligné par tous les rapports aujourd'hui des organisations internationales, que pour avoir un tissu économique solide, il faut avoir des structures d'accompagnement solides. Donc, les chambres ont ce rôle d'accompagner de la création à la transmission des entreprises dans les différentes étapes clés de leur développement et leur donner aussi des opportunités
pour trouver des nouveaux marchés, trouver des partenaires, trouver des synergies entre elles. Donc, nous avons donc ce levier-là de travailler en commun à renforcer ces structures, à la fois sur des actions de gouvernance, mais aussi de meilleure efficacité au niveau des prestations rendues. Ça n'échappera à personne que les chambres consulaires ne sont pas toujours au rendez-vous et que l'objectif, c'est à la fois de leur apporter ce niveau qui, dans certains pays, a vraiment été dans une croissance, une progression remarquable en termes de qualité, en termes d'équipement et de services rendus, mais également de renforcer leur visibilité. Hein, parce que quand on a des compétences qui s'améliorent et une relation de terrain et de proximité qui est meilleure, eh ben, il faut le faire savoir. C'est ce que disait Eric, il faut savoir qu'il y a un impact au niveau des entreprises. Donc le deuxième levier concerne les entreprises elles-mêmes avec un accompagnement spécifique. On va monter au niveau du réseau et des membres partenaires, des programmes qui vont bénéficier directement aux entreprises, notamment de sensibilisation, de formation, d'accompagnement dans un certain nombre de domaines, notamment l'internationalisation, l'acquisition de meilleures compétences en termes de réglementation, etc. Alors, je voulais profiter du fait que déjà valider avec Mathieu que nous sommes bien deux, enfin que j'ai bien deux invités. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la voix au public, on va en profiter, on est dans le bon timing. Donc, voir si nous avons des questions en ligne qui sont adressées à nos invités, soit pour aller questionner un peu les pratiques ou bien les approches qui sont déployées au niveau de Sanofi, soit pour mieux comprendre justement ce réseau de chambres consulaires, de comprendre un peu au-delà de cette organisation, comment ils peuvent être peut-être partie prenante, soutien, amener des expertises nécessaires pour pouvoir relayer les actions de l'une et l'autre de nos invités aujourd'hui. En attendant qu'on ait la réponse en ligne, je vais me rapprocher des personnes en salle pour savoir si vous avez des questions à adresser à nos invités. Et dans ce cas-là, je vais vous demander de vous lever, de vous présenter et puis d'indiquer à qui s'adresse votre question dans le public. Bon, la première question est toujours un petit peu la plus difficile. Après, ça va mieux. Est-ce qu'on en a en ligne, du coup, Mathieu ? Comme on ne leur avait pas dit qu'ils pouvaient poser des questions, ils se sont dit on va écouter religieusement. Alors, ce qu'on va faire le temps que les questions arrivent dans la salle, est-ce que vous avez des questions, vous avez des points de souhaiteriez? Profitez-en, elles sont là, elles sont disponibles et donc aussi à votre écoute pour répondre à des questions potentielles. Bon, alors je pense qu'ils sont un peu timides. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rentrer un peu dans les points de détail. On a vu là plusieurs secteurs qui sont couverts par vos deux entités. Du côté de chez Sanofi, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples spécifiques pour qu'on puisse bien comprendre quelles actions vous avez proposées dans un pays en particulier et puis qu'est-ce qui en fait quelque chose d'inédit aussi dans les approches de Sanofi? Alors, merci Léocadie. Je pense que l'exemple du projet en Guinée avec Santé en entreprise est un bon exemple. En fait, pourquoi ce projet aussi a bien marché? Déjà, c'était un projet de partenariat public-privé. Et à la différence d'autres projets qu'on mène dans d'autres pays où des fois Sanofi est le seul partenaire, il y a des fonds essentiellement de Sanofi. Là, dans le projet Caravane Santé, on n'était pas tout seul et en fait, on s'est joint à la 3e édition. Il y avait déjà 2 autres éditions qui avaient été faites auparavant sans le financement de la Global Suite. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait eu Santé en entreprise, la Croix-Rouge guinéenne, la Fondation Orange Visa Médical, donc voilà, plusieurs partenaires autour de la table. Chaque partenaire a financé un pilier spécifique. Donc, dans le cadre de Sanofi, comme je le disais, ça a été la formation des professionnels de santé sur le diabète et l'hypertension et la digitalisation des dossiers médicaux. Le fait aussi qu'il y a eu implication du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Ça, c'est vraiment, nous, un prérequis à tout projet qu'on fait dans tous les pays. Alors, bien sûr, on est dans des pays un peu difficiles où il y a des... Bon, sans vouloir citer des pays, mais on a un projet, par exemple, en Afghanistan. Là, c'est très difficile d'aller
voir le programme national. Mais on s'assure que via l'ONG avec laquelle on travaille, que l'ONG a des relations et on est sûr qu'il y a une validation des actions qui vont être menées parce que sinon on peut être bloqué à tout moment au niveau du projet. Et puis, au niveau pérennité, c'est vrai qu'il y a eu 32 formateurs qui ont été formés, plus de 320 professionnels de santé. Donc, on sait que la formation des professionnels de santé, c'est quelque chose qui est durable dans le temps. Bon, bien sûr, on s'est rendu compte qu'il faut quand même rafraîchir un peu ces formations au bout de 6 à 12 mois, voire peut-être un petit peu après, mais c'est vrai qu'il y a un transfert des connaissances, en tout cas, qui se fait. Et c'est vrai qu'on a été ravis du projet avec Santé en entreprise et c'est pour ça qu'on a décidé de faire partie du prochain au Tchad, qui est un pays pas facile et jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à trouver de partenaires sérieux pour faire un projet. Donc, on est ravis du début des activités. Je crois que de notre côté, le contrat vient juste d'être signé, donc ça devrait démarrer prochainement. Parce que ça mérite aussi des applaudissements parce que c'est aussi une zone où on ne doit pas s'aventurer. Autant Alain nous disait ce matin, bon, c'est un peu compliqué en Côte d'Ivoire, mais ça l'est peut-être distinctement au Tchad. Et donc cette ouverture-là, cette ouverture aux soins, cette ouverture à la santé reste un point marquant. Donc on va suivre aussi également ce projet avec beaucoup d'attention. On parle là de nouer des partenariats stratégiques. Donc forcément, une des questions qui s'impose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un partenariat stratégique vu de Sanofi. Et puis je vous laisserai répondre à cette question. Un partenariat stratégique durable, pour qu'il soit durable, quels sont vous les critères que vous allez choisir et qu'est-ce qui va rendre une ONG, une association éligible? Puis on verra les critères de la CPC-CAF. Alors, comme je le disais déjà, trouver un partenaire fiable. Malheureusement, voilà, la Global Health Unit existe depuis 3 ans. On a plus de 110 projets qui ont été menés ou qui sont en cours. Tous les partenaires avec lesquels on a fait des projets n'ont pas eu tous la fiabilité, par exemple, qu'on a pu avoir avec Santé en entreprise. Donc vraiment, c'est trouver le bon partenaire. Comme je le disais, c'est vraiment avoir l'appui du programme, du gouvernement, du ministère de la Santé. Ça, vraiment, sans ça, on ne peut rien faire. Alors, bien sûr, des fois, ça peut poser des problèmes parce qu'on a des projets pour lesquels on a eu un retard de démarrage de plus de 6 mois parce que le MOU entre l'ONG et le programme de lutte contre les maladies non transmissibles a pris du retard. Mais du coup, on sait qu'on doit être flexible et c'est pas grave, le projet est décalé, mais c'est vrai que et l'idéal, on va dire, c'est quand le projet se termine et que le gouvernement, on va dire le programme réussit à allouer une partie du budget pour, on va dire, dupliquer les actions qui ont été menées dans une autre région. On a eu le cas, par exemple, sur un projet qu'on a mené en Tanzanie, à Zanzibar, où on a soutenu des groupes de patients justement sur le diabète et l'hypertension pour que les patients viennent, puissent avoir accès à de l'éducation, à des campagnes de dépistage, lors de leur visite mensuelle, puissent avoir leurs médicaments disponibles. Et c'est vrai que ça a tellement bien marché que le ministère de la Santé a décidé de mettre des fonds et de créer encore plus de groupes de patients. Nous, avec nos fonds, il y en a 30 qui ont été créés, mais là, l'objectif, c'est d'avoir le double, voire une centaine, si possible, de groupes de patients à terme. Donc voilà, ça c'est l'idéal quand après vous faites voilà, votre casting, entre guillemets, du futur partenaire voilà, pour construire ces partenariats stratégiques durables. Je vais voir du côté de la CPC-CAF. Alors, est-ce que vous avez des critères spécifiques qui vous donnent envie de vous engager et qui permettraient peut-être à d'autres ONG, d'autres associations d'être soutenues par votre démarche ou recommandées peut-être dans ce réseau et d'aller regarder aussi dans quel pays vous avez soutenu pour avoir un contrat spécifique aussi dans cette démarche. Alors, bon, déjà, la première chose, c'est qu'un partenariat stratégique, ça veut dire que c'est un partenariat qui engage dans le temps avec des acteurs en qui on a confiance. Donc, la fiabilité, évidemment, est directement liée à cette question de confiance. Donc, il faut que ces partenariats, à l'échelle d'un réseau comme le nôtre, il ait un impact dans un pays
d'abord, en général, on est sur des logiques de projet où on va avoir deux approches. On peut avoir une approche où on va avoir un projet pilote qu'on va déployer à l'échelle d'une chambre, soit sur une cible d'entreprise, soit pour la chambre elle-même. Et on va suivre ce projet qui va être ensuite déployé dans les autres pays. Donc, il y a ce côté d'adaptation, de profiter en fait d'une expérience réussie pour l'ajuster et l'intégrer à un autre contexte, mais qui, je veux dire, les chambres ont des fonctionnements entre pairs, donc vont être capables de s'approprier complètement le dispositif. Les chambres ont besoin de partenariats stratégiques aussi pour avoir un impact sur les entreprises qu'elles accompagnent. Et ce sont des organisations qui sont au cœur d'écosystèmes, donc qui rassemblent en fait un grand nombre d'acteurs différents qui accompagnent les entreprises. Les chambres ne sont pas des expertes, elles sont des facilitateurs qui permettent de mettre ensemble des acteurs qui vont faire progresser les choses. Et ça, pour moi, la notion de stratégie, ça joue aussi dans la complémentarité. Il faut être complémentaire, il faut être cohérent, il faut avancer dans le même sens pour que ça fonctionne. Et dans le cas, par exemple, de santé en entreprise, avec qui on travaille également depuis quelques années, l'objectif, c'est de faire rentrer cette problématique et cette préoccupation de la santé au niveau des chambres d'abord elles-mêmes pour qu'elles s'approprient le sujet. Bon, il y a eu Caravane de la santé qui a été portée par la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire il y a quelques années. On mène des actions de sensibilisation auprès des réseaux. Il y a la semaine prochaine, Eric sera avec nous pour présenter un projet également avec une autre chambre. On a au niveau du Tchad ce projet d'utiliser en fait le réseau et la couverture de la Chambre de commerce d'agriculture du Tchad pour toucher un maximum d'entreprises en s'appuyant sur cette capacité à être entendu et à mobiliser. Donc, c'est là où on trouve en fait nos liens et de donner un espace à ces acteurs pour se retrouver, pour mener à bien le travail qui va avoir un impact direct sur les entreprises. Merci beaucoup. Alors, Mathieu me signalait que nous avions des questions en ligne. Je regardais. Alors, du coup, Mathieu. Elle s'appelle Boris. Boris, donc c'est Boris qui veut prendre la parole. Boris, donc à qui s'adresse la question? Est-ce que vous pouvez la formuler qu'on puisse bien entendre du côté de chez nous? Est-ce que Boris nous entend? Alors, dans ce cas, Virginie Lembé. Ok, alors on va prendre plutôt Virginie Lembé à la place de Boris. Virginie, quelle est votre question? Merci d'être avec nous ce matin. Bah déjà, vérifiez que vous nous entendez et n'hésitez pas à poser votre question. Ah, bon. Bon, bah. Ils ont pas. Sinon, si on ne vous entend pas, n'hésitez pas à rédiger vos questions. Oui, voilà, on vous entend, on vous entend. Virginie? Oui, non. Bonjour à tout le monde. Bonjour, il faudrait vous mettre dans un endroit où il y a moins de bruit autour de vous. Ça fait des échos. Dites-nous, quelle est votre question? Si vous ne pouvez pas la donner, à ce moment-là, je vous invite à l'écrire. Comme ça, on pourra la prendre en compte. Vraiment pas une question. Alors, on ne vous entend pas bien, madame. Écrivez votre question pour qu'on puisse la traiter et peut-être passer à la suivante. Voilà. Je te laisse la lire,
D'accord. Alors, travaillez-vous également avec la République démocratique du Congo dans le cadre de vos initiatives en Afrique subsaharienne? Si ce n'est pas encore le cas, pourriez-vous nous indiquer les conditions et les critères nécessaires pour envisager une implémentation de vos projets en RDC? Alors oui, on travaille avec la République démocratique du Congo qui fait partie de nos pays et la République démocratique du Congo étant un grand pays, en effet, il fait partie de nos pays prioritaires. Donc nous avons actuellement un projet en cours avec une ONG qui s'appelle Sunroo en République démocratique du Congo. Le projet devrait se terminer dans les prochains mois. Je sais que dans nos objectifs futurs, là, dans le cadre du projet Alexandrou, on avait formé justement des professionnels de santé, des agents de santé communautaires, et également réalisé des campagnes de dépistage et d'éducation auprès des patients. Et là, dans la prochaine étape, ce que l'on souhaiterait faire, c'est vraiment avoir une action auprès aussi des patients, des associations de patients, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les patients du moins diabétiques entre eux, s'entraident énormément et peuvent se soutenir les uns les autres. Et notamment, on a réalisé un projet sur ce sujet en Tanzanie où on a fait une étude en fait pour évaluer l'impact des agents de santé communautaire versus ce qu'on appelle les peer support groups. Donc, j'arrive pas à trouver l'équivalent, le groupe de pairs, voilà, de soutien. Et en fait, ce qui est ressorti au bout des 12 mois, c'est qu'en fait, ce qui marche, ce qui fonctionne le mieux, c'est les groupes de soutien de pairs. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées pour la RDC. Nous, nos trois piliers d'action quand on fait des projets, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le renforcement des capacités des professionnels de santé, donc du spécialiste jusqu'à l'agent de santé communautaire, le renforcement de tout ce qui est chaîne d'approvisionnement du médicament et les activités auprès des patients, donc éducation et campagne de dépistage. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons une autre question? Parce que j'ai vu qu'il y avait des pop-up qui apparaissaient. Amanda Sounassi est remplacée par Madame Gorès. Ok, mais alors on va donc l'accueillir. Donc Madame Gorès, c'est ça? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Madame Gorès, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avec vous, en fait, on va aborder un sujet qui est celui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra qu'on puisse vous voir, s'il vous plaît, dans la salle et que ceux qui sont en ligne, voilà, puissent. Je demande d'ouvrir ma caméra, mais ça marche pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors ne vous en faites pas, au moins on vous entend clairement. Alors avec vous, on va aborder un sujet, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, et on se pose la question de savoir exactement ce que c'est, donc on va vous laisser nous le définir. C'est le Global Gateway, qui est un projet de grande envergure. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit exactement et qu'est-ce qu'il couvre? Et puis aussi, comment est-ce qu'il va permettre à des projets de monter, d'augmenter, de passer à l'échelle? Et c'est un peu les questions que je vais commencer par vous poser et vous laisser vous présenter ensuite. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu ma question, Anne Gorès? Oui, c'est bien, c'est parfait. Merci beaucoup et ravi d'être avec vous. Et en fait, effectivement, je travaille, c'est pour une facilité qui s'appelle la facilité EU Business Africa Facility. C'est une facilité qui est de l'Union européenne, financée par l'Union européenne, avec un objectif de créer une plateforme de dialogue entre l'Afrique et l'Europe, tout ce qui est secteur privé dans les domaines de la Global Gateway, c'est-à-dire il y a l'agriculture, il y a la santé, il y a le digital, il y a aussi l'accès au financement, parmi d'autres. Et donc, un événement majeur de cette facilité, c'est le forum EU Africa Business Forum, qui aura lieu à la fin de novembre. C'est le 24 et le 25 novembre à Luanda, en Angola. Et en fait, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un forum qui essaie d'avoir autour de la table les secteurs privés européens sur 8 secteurs spécifiques.
ainsi que le secteur privé africain, avec le secteur public des deux continents. Donc, on a déjà un agenda où il y a 8 panels. Donc, il y a un panel agriculture, il y a un panel santé, il y a aussi un panel digital et aussi éducation. Et donc, on essaye à travers des groupes de travail qu'on a organisés pendant les derniers mois, où on a mis autour de la table des financiers européens, mais aussi africains, secteur privé africain, européen, ainsi que des institutions africaines et européennes aussi. Dans ces groupes de travail, on essaye d'organiser ce forum où il y aura la Commission européenne et l'Union africaine au plus haut niveau, et ainsi que le secteur privé des deux continents. Donc, comme je viens de dire, les secteurs spécifiques qui sont dans l'agenda, c'est l'agriculture, énergie énergie, pharma et santé, éducation. Ça, c'est le premier panel qu'on a la matinée. Et après, il y a transport, économie circulaire, digitale et accès au financement. Donc, ça, c'est les secteurs. Évidemment, il y aura aussi un high-level plenary. Désolé pour... il y a des petits mots en anglais qui viennent. Mais il y a la plénière qu'évidemment, ça sera représenté par la Commission européenne et l'Union africaine au plus haut niveau. Donc ça, c'est pour vous donner une vue d'ensemble de la facilité et de l'événement, en fait. Merci beaucoup. Alors, si je vais vous poser la même question que vos autres copanélistes, c'est de savoir un peu quels sont les critères que vous choisissez, que vous utilisez pour que vous puissiez construire des partenariats stratégiques durables. Donc, c'est toujours les partenariats stratégiques, ça vient en fait via la Commission européenne. On essaie d'avoir un partenariat avec les secteurs privés. Donc, comment on a plusieurs entrées en fait. Les délégations de la Commission européenne en Afrique, c'est un point d'entrée très important pour nous. C'est à travers les délégations qu'on va essayer d'avoir un partenariat avec les secteurs privés dans les pays africains. On essaye d'avoir, par exemple, tous les forums bilatéraux qu'on a, par exemple, la EU-Zambie Business Forum, par exemple, EU-Kenya, EU-Éthiopie, la Côte d'Ivoire aussi. Donc, l'année prochaine, après le forum continental qui a lieu fin novembre, l'année prochaine, on va organiser 10 forums bilatéraux où on va mobiliser les secteurs privés justement pour pouvoir avoir un partenariat avec les secteurs privés africains sur place et à long terme. Donc ça, on travaille aussi avec j'ai mentionné la Commission européenne, l'Union africaine, mais on travaille évidemment avec les 7 c'est les financiers européens. Il y a Electrify pour l'électricité, il y a d'autres qui viennent ensemble, qui viennent travailler ensemble, faire que ce partenariat soit aussi durable et être sûr que c'est bancable aussi. Donc il y a des projets qui sont déjà identifiés et où le secteur privé peut participer et peut financer le projet de la Commission européenne. Donc ça, c'est aussi, voilà, vision d'ensemble. D'accord. Alors, on a compris que les événements pouvaient être des vecteurs pour pouvoir capter ces produits, pour pouvoir construire des partenariats. Nous, ce qui va nous intéresser là par rapport à cette question, c'est ce que vous pourriez nous donner peut-être un ou deux exemples de réalisations ou de projets que vous avez suivis sur le terrain qui s'inscrivent dans ces thématiques de santé en entreprise, qui s'inscrivent dans la dimension de la santé. Oui, par exemple, il y a euh, récemment, on a organisé par exemple le forum EU Kenya Business Forum ou le EU Ghana Business Forum. Donc, ce qu'on fait, c'est de faire par exemple, pendant les événements, nous avons de B2B qui sont organisés où il y a des sociétés privées qui vont se rencontrer, vont faire des deals sur place. Donc là, on a une plateforme où on a toutes les données, tous les B2B qu'on a organisés et les résultats aussi. Par exemple, ce sont des résultats concrets en fait qui viennent grâce au forum et qui permet d'avoir un partenariat avec le secteur privé qui va participer au prochain forum EU-Kenya, par exemple. Ça, c'est très concret. Donc, c'est vraiment des deals entre les sociétés privées dans le pays même.
Merci beaucoup. Comme ça, on a le même niveau d'information sur nos 3 intervenantes. Est-ce que nous avons une dernière question qu'on peut prendre encore dans la salle ou une question en ligne avant de clore cette table ronde? Alors, je vais poser une question à Sylvia parce qu'elle a évoqué tout à l'heure la question de contrefaçon dans les médicaments. Je ne sais pas si vous avez une entreprise de médicaments. Est-ce que vous avez prévu des choses pour lutter contre ces contrefaçons, notamment en Afrique, où on sait que c'est prévu énormément et dans beaucoup de pays? Parfois, les contrefaçons qui sont des mauvais médicaments. Bah oui, ou périmés. Alors, donc, la question, c'est de savoir il y a des... ça met en place des mesures pour lutter contre la contrefaçon des médicaments. Alors, bien sûr, alors, ce qui a été mis en place, je pense, par toutes les entreprises pharmaceutiques, c'est la traçabilité en fait sur les boîtes de médicaments. Donc maintenant, on sait que les packaging aussi des médicaments, il y a un QR code qui permet une certaine traçabilité pour suivre le médicament. Après, nous, au sein de la Global Health Unit, c'est pas notre cœur d'action. Mais je pense qu'en effet, c'est le rôle des entreprises pharmaceutiques de s'assurer que le médicament Sanofi que le patient va prendre est réellement un médicament Sanofi et pas une contrefaçon. Je sais qu'il y a un des pays, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, en Guinée, où il y avait eu des actions qui avaient été menées. Je crois que c'était une des actions clés de la part du ministre de la Santé, justement sur travailler comment on évite les médicaments contrefaits. Et je crois que Sanofi avait fait partie, justement, un de mes collègues, Rayard, avait fait partie de ces discussions. Après, nous, c'est pas notre mission, on va dire, principale à la Global Health Unit, mais c'est le rôle, je pense, plus général de Sanofi et des entreprises pharmaceutiques de s'assurer que les médicaments qui sont délivrés aux patients sont des médicaments de qualité et pas des contrefaçons. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre tout, mais c'est vrai qu'il faut aussi, je pense qu'il y a une volonté de la part des ministres de la Santé de aussi lutter contre cette contrefaçon, et c'est ce qui avait été fait en Guinée et qui a bien fonctionné. Alors, on va prendre une deuxième question en salle. Merci. Mais je profite de l'occasion pour rebondir sur la question qui a été posée de façon un peu différente. Vous disiez tantôt qu'en fonction des pays où vous êtes installés, vous proposez des prix, on va dire, tarifs préférentiels, mais seulement dans les pays où vous êtes installés, il y a toujours cette problématique de contrefaçon qui est aussi quand même liée à cette accessibilité aux médicaments. Et on sait que beaucoup de pays africains se retournent vers le marché asiatique, précisément l'Inde. Et la question, c'est plutôt, est-ce que vous avez la sensation d'avoir atteint vos objectifs quand les gens doivent quand même aller soit en Inde ou sur la place publique pour se ravitailler en mauvais médicaments? Merci. Alors, je vais répondre peut-être sur une partie parce que moi, comme je suis spécialisée sur cardio-métabolique, une de mes priorités, c'est donner accès aux insulines analogues aux patients de nos pays de la Global Health Unit. Donc, on va dire que dans la plupart des pays où on est, au jour d'aujourd'hui, les patients diabétiques ont soit pas accès aux insulines, soit ils ont accès aux insulines humaines. On est d'accord qu'aujourd'hui, un patient vivant en Europe, personne ne prendrait de l'insuline humaine, personne n'a envie d'avoir son enfant qui prend de l'insuline humaine. On sait tous les effets indésirables qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça que nous, une de nos priorités, en tout cas, c'est donner accès aux insulines analogues. Donc, on a un produit phare chez Sanofi qui est le Lantus. Donc, on a développé cette marque Impact. Donc, maintenant, dans le pays de la Global Health Unit, le seul produit qui doit être retrouvé, ça n'est pas Lantus, c'est insuline glargine Impact. Si dans ces pays, il y a du Lantus qui est retrouvé, c'est que c'est un produit qui vient soit du marché noir, soit des importations parallèles. Et en effet, je suis allée maintenant dans pas mal de pays, et quand on se déplace, on aime bien aller dans les pharmacies. Et en effet, on retrouve des produits Sanofi qui sont déduits au marché turc, par exemple, qui se retrouvent en Afrique, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette marque spécifique
pour déjà permettre un prix beaucoup plus bas, mais pour essayer d'éviter tant que possible les importations parallèles et que vraiment nos produits se retrouvent uniquement dans ces 40 pays. Voilà, on n'a pas tous les pays d'Afrique, par exemple, le Kenya ne fait pas partie de nos pays. Donc, normalement, vous ne devez pas retrouver des doses d'insuline glargine impact au Kenya. Le produit n'est pas enregistré et ça ne fait pas partie de nos pays. Après, comme je disais, on est une petite équipe, on ne peut pas tout contrôler, mais c'est aussi pour, on va dire, c'est une action aussi sur la contrefaçon, d'avoir développé aussi cette marque dédiée pour que vraiment elle se retrouve uniquement dans nos pays. Après, pour les autres produits plutôt sur le côté cardiovasculaire, hypertension, c'est très difficile de lutter contre les fabricants indiens, hein. On va être clair au niveau des prix, tout ça. Alors, il y a Sanofi est reconnu en Afrique comme entreprise pharmaceutique de qualité, donc c'est là où parfois le choix va se faire. On arrive sur certaines molécules à être compétitif avec les entreprises indiennes, et donc c'est là où le choix des fois va se faire qualité versus prix, mais on essaye tant que possible, voilà, d'être compétitif, mais il y a parfois sur toutes les molécules on n'y arrive pas malheureusement, et puis les Indiens sont très agressifs sur le marché, voilà. Oui, alors j'ai une contribution, oui, deux contributions succinctes dans la salle. Allez-y, madame. Mylène Hirso, je suis notamment dans une association d'éducation populaire, les Petits Débrouillards, qui sont peu sur le territoire africain malheureusement, mais il y a eu des opérations au Sénégal et les Petits Débrouillards sont au Maroc notamment. Mais surtout, puis je suis vice-présidente de la plateforme RSE et j'ai longtemps travaillé dans un grand groupe. Il y a l'opération, je voulais savoir, dire que vous ne pouvez pas être responsable, il y a quand même le groupe Sanofi, normalement on connaît bien le devoir de vigilance, les principes directeurs du pacte mondial, donc d'ailleurs que vous venez de rejoindre. Donc tout ça, il y a des règles, ayant travaillé dans un grand groupe, je ne vais pas prolonger, mais faisant partie de la plateforme RSE sur la transformation de l'entreprise. Mais il y a aussi le One Health. Et je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive. Je voudrais juste, si ça serait bien, parce qu'en plus il y a une réunion à Lyon là, bientôt, ça serait bien si vous pouviez aussi faire le lien avec, je vous allais le faire, voilà, avec One Health et par rapport aux objectifs du développement durable et tout ça, et le travail qui est entrepris. Merci. Merci à vous. Alors, je vais laisser du coup Eric Maville peut-être rebondir sur... Oui, alors, premièrement, répondre à la dernière question qui est effectivement que nous avons, je vais me mettre debout peut-être pour que voilà, vous puissiez voir, nous avons un partenariat avec la Fondation Une Santé Durable, hein, qui est présidée par Benoît Miribel, que vous connaissez certainement, pour justement emmener la thématique One Health en entreprise. Donc, on a même un programme aujourd'hui avec Benoît et ses équipes, One Health en entreprise, pour juste que c'est avec des formations. Donc, on va pouvoir annoncer ça cet après-midi. Je ne vais pas lui voler la vedette, mais on est partenaire d'ailleurs avec Benoît d'un certain nombre d'initiatives. On a lancé un hackathon sur One Health avec des startups. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Et puis surtout, maintenant, on veut vraiment emmener cette thématique en entreprise parce que le nexus environnement, climat, santé, toutes les thématiques sur comment maintenant on ne va plus opposer le climat à la santé, il faut vraiment, voilà, il faut venir tenir compte parce que la crise climatique est d'abord une crise sanitaire, y compris dans nos régions d'outre-mer, de la biodiversité, et donc c'est un sujet, oui, que nous prenons en compte. Donc, deuxième chose que je voulais dire sur les faux médicaments et le bon usage. Nous avons avec le LEM, alors c'est peut-être pas avec chaque compagnie, avec chaque laboratoire ou entreprise pharmaceutique qu'il faut faire ce genre d'approche. Nous avons eu avec une approche un peu différente, on est allé voir le LEM qui fédère, donc qui est le syndicat des professionnels des entreprises pharma, pour monter des caravanes axées sur la thématique du bon usage et de la lutte contre les faux médicaments. Donc, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et en RDC. Et donc ça, ce sont aussi des choses que les caravanes santé peuvent porter. Ce sont des thématiques pour aller
au-devant des personnes, là où on vend même des faux médicaments sur les marchés, des pharmacies par terre, pour faire de la sensibilisation, faire des quiz et proposer à cette occasion aussi des services de prévention. Donc, je voulais juste dire qu'on travaille là-dessus et que ce sont des sujets qui sont certainement encore d'actualité et il va falloir qu'on poursuive. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette contribution, cette clarification pour le ONF. C'est l'ensemble des projets qui sont menés. Je pense que nous n'avons plus de questions en ligne, du coup, Mathieu, et il sera le temps donc de clôturer cette première table ronde de la matinée. Je vais vous remercier l'une et l'autre pour les contributions, pour les éclairages que vous avez apportés sur cette capacité à nouer des partenariats stratégiques durables, avec la question de la confiance qui reste centrale, avec la capacité à avoir un maillage avec des acteurs qui s'engagent dans la compréhension, dans la pédagogie, dans l'appropriation avec ces renouvellements qui sont faits, et peut-être aussi engager ceux qui nous écoutent à se rapprocher de vous, parce qu'en fait, c'était peut-être des leviers, des biais qu'ils ne connaissaient pas, et que grâce à vous aujourd'hui, ils auront au moins une autre manière de pouvoir entrer dans des relations gagnantes-gagnantes au niveau de ces partenariats. Merci à toutes les trois pour votre présence. Merci. Et je vous